Vie ordinaire d'une section de combat. Debout, mon lieutenant, il est 6 heures. Je reconnais dans les brumes du sommeil le timbre de voix de Petit-Jean. Je me frotte les yeux, je saute de mon lit de camp, tout courbattu, car la toile, mal tendue, laissa les entredoises de bois me frictionner les côtes. Mon treillis, avec lequel j'ai dormi, n'a pas bonne mine, ma foi. Je ferai avec. Je troque mes lourdes rangers de cuir contre des patogas en toile à semelle de caoutchouc. Je soulève le rideau de porte, je cligne des yeux face au soleil levant et je pénètre dans le patio où mes hommes boivent en grimaçant leur jus de chaussettes militaires, en dévorant d'épaisses tranches de boules de pain de l'intendance. Salut les gars, dépêchez-vous, on a du travail devant nous. En réalité, je ne sais pas trop comment je vais organiser ma journée. Je manque d'expérience. J'aperçois la barbe décente de l'un d'entre eux et je l'appelle. Qui es-tu? Esposito, du premier groupe, mon lieutenant. Esposito, tu n'es pas rasé. Tu fais négliger. Je pense que tu n'as pas entendu ce que j'ai dit hier. Tu as 5 minutes pour le faire. Au moins, si tu es tué, tu feras un mort propre. C'est ce qu'on nous serinait à Saint-Maxence. Esposito ne répond rien, tourne les talons, non sans maugréer assez haut pour que je l'entende. Qu'est-ce que j'en aurai à en foutre d'être rasé si je suis mort? Petit-Jean, dans un coin, me regarde d'un air approbateur. Finalement, ma petite troupe n'a pas si mauvaise mine que ça. Ici, le chapeau de brousse, qui nous donne l'air un peu cow-boy, a remplacé le casque lourd. Je fis signe à mon adjoint de venir me rejoindre. Comme je ne veux pas que les hommes entendent mon vœu, plutôt mon aveu d'ignorance, je l'entraîne chez moi. Il me regarde interrogatif. Je déguste mon quart de café brûlant et je lui dis « Petit-Jean, vous êtes un ancien dans la section. C'est pas mon cas. Et c'est mon premier commandement. Je débarque et je n'ai encore reçu ni ordre ni consigne du PC. Quel est l'emploi du temps ordinaire d'une journée ici? Je suppose qu'on doit commencer par lever les couleurs, mais après. Je comprends bien, mon lieutenant. Vous vous habituerez vite. On commence effectivement par lever les couleurs à 7h30 en cette saison, plus tard en hiver. Ensuite, on exécute les différentes corvées de la journée. Nettoyage du cantonnement, corvée d'eau et de bois pour la cuisine, plus les activités militaires qui nous sont demandées par radio. Vous aurez souvent l'occasion de voir le radio Pinel, par qui tous les soirs vous ferez transmettre à la dunette marron le BRQ. Bulletin de renseignement quotidien de nos activités. Résultats des patrouilles et des embuscades. Bilan, s'il y a lieu, les mouvements et les exactions des rebelles éventuellement. Depuis quelque temps, le secteur est calme par ici, trop calme. J'ai comme l'intuition que la situation pourrait changer. À propos, la population assiste obligatoirement au lever des couleurs. J'ai chargé les harkis de les rassembler. On y va dans 10 minutes. Je vous présenterai la section. Rien d'autre, mon lieutenant? Merci, Petit-Jean. À tout de suite sur la Gemma. Le petit homme au regard net me fait bonne impression. J'ai de la chance. Que ferait l'armée française sans sa cheville ouvrière? Les sous-officiers. Sur la petite place du village, je découvre d'un côté un groupe d'hommes d'un certain âge, ils sont une trentaine. En retrait plus nombreuses, s'agglutinent des femmes vieilles et jeunes avec des marmots accrochés à leurs amples jupes de couleur. La taille cintre d'un grand foulard qui à l'occasion sert à porter un bébé sur le dos. Ils font face à la section réunie au grand complet. Garde à vous, section rassemblée, mon lieutenant. Tonitru Petit-Jean. Je regarde la population qui ne me quitte pas du regard. Cette curiosité est bien naturelle. Comment va se comporter le nouveau lieutenant?
c'est que pour eux, il est un personnage tout-puissant. De lui dépend toute la vie du village. Je ressens inconsciemment les ondes d'inquiétude presque palpables qui émanent de leur humanité pitoyable. Je parle un peu l'arabe et je prononce distinctement « Salam alaikum ». Bonjour à vous tous. Je vois dans les regards une lueur d'étonnement. Puis, m'adressant à la section, tandis que Youssoufa, le drapeau à la main, se tient prêt à officier au pied du mât. Repos, garde à vous, présentez armes, attention pour les couleurs, envoyez. À ce moment, une détonation éclate. Mabrouk, le harki, a tiré un coup de fusil en l'air. Je sursaute, mais je reste figé dans mon salut. Petit-Jean a oublié de me mettre au courant de cette habitude de tirer un coup de feu pour saluer les couleurs. Le drapeau monte lentement, hissé par mon Sénégalais fier comme un artaban de l'honneur qui lui est fait. Reposez armes, repos, aux ordres des chefs de groupe. Bon début, mon vieux, résonne derrière moi la voix du lieutenant Walter, qui vient d'arriver sans bruit, tel un grand fauve avec 6 hommes qui soufflent sous un olivier. Je suis venu faire un tour dans ton coin pour voir si tout se passe bien. Ta sentinelle est en place, c'est très important. Veille à faire garder le poste en permanence. D'autres se sont fait couper les couilles parce que la sentinelle s'était endormie. Idem sur le terrain, jamais de relâchement. C'est ce que guettent les fêles. As-tu parlé à la population ? Puisqu'ils sont réunis, fais-leur un petit discours que ton vieux tirailleur kabyle, Mokran, traduira. Tu en feras au moins un par semaine. Bien, mon lieutenant, mais je n'ai que des banalités à leur dire. Je ne connais pas encore les vrais problèmes. Improvise, montre-leur que tu es le chef. Ces gens ont toujours respecté la fermeté, mais attention, ne sois jamais injuste. J'appelle Mokran et je lui dis de traduire, phrase par phrase, mes paroles. Il doit avoir l'habitude, car il m'emboîte le pas jusqu'au milieu de la djamma. Je commence d'une voix forte. Je suis votre nouveau lieutenant, et c'est avec moi que la vie du village va s'organiser. Je réunirai souvent le conseil des anciens sur la djemma pour discuter des affaires du village et donner des consignes. Je sais que vous avez des problèmes de ravitaillement et je vais contacter l'officier SAS du quartier pour essayer d'obtenir de la semoule et du savon. L'infirmier du poste est à la disposition des malades le matin de 10h à midi. Je vous rappelle que vous n'avez pas le droit de circuler hors du village sans laisser-passer. C'est le sergent qui les donne. Si l'un ou l'une d'entre vous est surpris en flagrant délit de contact avec les rebelles, il sera envoyé immédiatement en prison à Bojmnail. Si vous voulez me parler, je serai toujours prêt à vous écouter. Maintenant, rentrez chez vous. J'espère que Mokran a fait une traduction fidèle. À ma question, il me répond « J'ai l'habitude, mon lieutenant, il n'y a pas de problème. » Et il prend un air important. J'avais bien sûr, comme tout le monde, entendu parler du rôle de la SAS, de l'assistance médicale gratuite et de la circulation en zone sensible. Les villageois se dispersent. Rien ne se lit sur les visages impassibles. Ils ont dû souvent entendre cette sérénade. Pas mal pour une improvisation, me dit Walter. Je vois que tu t'intègres facilement. Sache que le général Schall, avec le début des opérations jumelles en Kabylie, a réalisé le passage d'un véritable rouleau compresseur dans toute l'Algérie, d'ouest en est. Nous sommes partout sur le terrain. Patrouille, embuscade, bouclage, ratissage systématique, de jour comme de nuit. Les Felouzes ont eu une casse terrible. 950 tués à l'opération K16, puis de 400 à K21 et en continu. Inutile de te dire que bien des nôtres sont tombés, car les Kabyles sont des redoutables combattants.
Nous sommes sur le territoire de la Wilaya 3. Et leur chef, Si Mohamed ou El-Hadj, est le plus grand renard de la montagne. Ce soir, tu feras ta première embuscade, de nuit, à 1 kilomètre de la Zib el-Mejden, en direction de Timzerit, au carrefour des 2 premières pistes, dont l'une plonge vers l'ouest en direction du sud et de la forêt de chênes verts. D'après l'officier de renseignement, un collecteur de fonds et son escorte de mousseblines, armés de fusils de chasse, peut passer par là. Mise en place terminée à minuit, retour 3 heures du matin, liaison radio sur 536, canal 6. Tu m'enverras un compte-rendu radio en rentrant. Salut Fortu. Je vais rendre une petite visite au patron, à Timzerit, avant de regagner Tuksal. Au revoir, mon lieutenant. Le groupe disparaît silencieusement, en formation dispersée dans les oliviers. Walter en tête, comme il se doit. Je prépare ma première sortie de nuit et j'avoue que malgré la chaleur, j'ai les mains froides. C'est nouveau pour moi. Je convoque Petit Jean et lui dis que je partirai avec le caporal Poulain, caporal-chef plutôt Poulain, et son groupe à 23 heures, à l'endroit que je lui indique sur la carte. Il restera au poste avec le premier groupe et mettra les sentinelles au courant de notre retour vers 3h30. Le mot de passe est Indochine. Enfin, la vieille radio se fera sur 536 canal 6. Ok, mon lieutenant, il n'y a pas de problème. Vous en serez quitte pour une promenade à la fraîche. Les Felouses ont tellement trinqué fin juillet qu'on n'en voit plus guère dans le secteur. Mais faites attention, on ne sait jamais. Il part prévenir Poulain et Serpillon. Il y a un intérêt que je ferai attention, c'est sûr. Je repère bien le petit carrefour sur la carte. Je change la pile du SCR 536. Je troque ma carabine USM-1 contre le PM d'un homme du premier groupe, arme beaucoup mieux adaptée au combat de nuit. J'appelle Poulain et lui dis de changer le FM 24-29 contre un fusil lance-grenade et ses munitions antipersonnelles. Son groupe doit être fin prêt pour 23 heures. Simple routine, mon lieutenant, c'est pas la première fois. Il y a 2 ans que ça dure. Le plus emmerdant, c'est de ne pas fumer. Faudra que Camillo nous prépare un vrai café avant de partir. Et il s'en va simplement comme il est venu, sans rechigner. Quand je pense qu'on disait autour de moi en France que les appelés traînaient les pieds et étaient de mauvais soldats, c'est pas l'impression qu'ils me donnent, du moins pour l'instant. À 23 heures pile, après mon petit courrier amoureux quasi quotidien dans lequel je n'ai pas parlé à Jocelyne de ma première sortie de nuit, je me pointe dans la cour du poste où m'attendent en silence mes guerriers. Le mot de passe est donné et je me porte en tête. Poulain a dû faire le briefing à son groupe. À voix basse, je donne l'ordre de ne tirer qu'à vue et non pas sur un bruit. Il fait nuit noire. Il n'y a pas de lune. Nous avançons en silence grâce à nos patogas. Quelques jurons mal étouffés échappent aux maladroits qui se prennent le pied dans une racine ou dans un roncier. Tous les sens en alerte, le doigt sur la détente de mon PM. Je progresse lentement, écoutant, humant. Je ne peux pas dire que j'ai peur, mais je suis contracté. C'est la première fois, la première aventure. Sainte Jocelyne, prie pour moi. Le bruit lancinant des cris-cris est parfois coupé par le ululement d'un oiseau de nuit. Nous progressons à vue, les uns des autres, c'est-à-dire à 5 mètres environ. Il est facile de prendre une fausse direction et de se perdre dans le maquis. Soudain, le petit carrefour est là, sans prévenir. Je stoppe, lève le bras. Les hommes, habitués, s'immobilisent sans un bruit. Sur un geste de Poulain, il se couche à plat ventre, derrière les buissons, parallèlement à la piste qui mène à l'oued ou à la forêt. S'il passe, c'est par là
qu'on les aura. Je suis près de Poulain, qui porte le 536. Il est 00h30, toujours rien. Les heures s'écoulent dans un silence palpable. Mes appelés sont des soldats aguerris. Ils sont complètement fondus dans le paysage. Soudain, Poulain me touche le bras. On aperçoit un léger piétinement dans les broussailles. Mon doigt se fait plus lourd sur la détente. J'entends la respiration de Poulain qui devient plus rapide. Et puis, c'est l'horreur. Un glapissement aigu, surhumain, éclate à 2 mètres de moi. Je sursaute. Je n'ai jamais entendu un cri pareil. Puis, c'est la galopade effrénée d'un chacal pris de peur. J'ai eu le temps de l'apercevoir avec ses oreilles pointues et sa grosse queue de renard. Nous devions être à contrevent, et il est tombé sur nous au dernier moment. Lequel de nous deux a eu le plus peur? J'entends Poulain rire doucement. Les autres n'ont pas bougé, sans doute ont-ils l'habitude de cet habitant de la nuit. À 3 heures, rien ne s'étant passé, je donne l'ordre du retour. Indochine fait s'ouvrir le cheval de frise. Sans bruit, pour ne pas réveiller les autres, le deuxième groupe rentre dans sa mechta obscure pour un repos bien mérité. Quant à moi, avant d'en faire autant, j'envoie sur les ondes le message suivant. Embuscade, Marron 2, terminé. Rien à signaler. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.